Bonjour. Aujourd'hui, lors de notre conversation conscience, c'est un grand privilège de recevoir Olivier Guérin. Bonjour. Un ancien Français, québécois de souche maintenant depuis plus de 10 ans. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va parler d'Olivier, mais on va parler aussi de son plus récent bouquin, La résonance. Et moi qui aime beaucoup la physique quantique, ça m'a beaucoup attiré. On va parler de la résonance dans le cadre d'un concept de psychologie et de coaching. Mais avant de parler de ça, parlons un peu de toi. J'aime ça, savoir un peu l'histoire de vie. Ok. Tu es venu au Québec. Avant ça, tu as eu une longue carrière. Parlons un peu de ta vie. Bon, alors déjà, tout d'abord, je suis d'origine française. Pour les Québécois et les Français, vous reconnaîtrez mon accent. Et j'ai beau être là depuis plusieurs années, j'essaye, je prends les expressions, mais c'est toujours là. Alors, j'assume ce que je suis, qui je suis. D'origine française, mon père était militaire, ma mère était d'origine plutôt bourgeoise, d'une grande tradition. J'ai vécu dans différentes villes. Okay. Et au fur et à mesure, mon père a fini sa carrière à Paris et j'ai fini, moi, en tout cas, de naviguer dans différents endroits, France, Afrique, et différents endroits, tout à fait, à Paris, où effectivement, j'ai développé toute une carrière dans les télécommunications, qui à l'époque était l'essor de l'Internet. Et moi, ça me fascinait, la nouvelle technologie. Et j'ai fait une carrière dans les télécoms en tant que directeur de compte, vendeur chez France Télécom, qui est maintenant Orange. Et j'ai évolué dans cette dynamique, cette carrière pendant une quinzaine d'années pour travailler pour les plus grands opérateurs télécommunications, Verizon aujourd'hui, AT&T. Et j'ai fini donc ma carrière en France chez AT&T, sachant que ça a terminé, je dirais, de manière assez difficile et douloureuse au niveau personnel pour moi. Parce que j'ai été marié, j'ai divorcé, et à la fin, en cours de ce divorce, mes deux parents sont décédés d'un cancer et d'une rupture d'anévrisme. Et l'ensemble de ces éléments m'ont impacté sur un plan émotionnel. Et en même temps, la personne que j'étais à l'époque et que tu vois aujourd'hui n'était pas du tout la même. Souvent, moi je dis dans la transformation, ça nous prend des catalyseurs. Perte d'emploi, divorce, perte d'un être cher, tu en as eu plusieurs? Et là, j'en ai eu plusieurs catalyseurs et il y a eu un ras-le-bol complet. L'argent était là, socialement ça allait, mais à l'intérieur, ça n'allait pas du tout. J'en avais plus ou moins conscience, je sentais une sorte de goût fade, tu sais, à la vie amère. Et en fait, je suis parti en vacances dans les Caraïbes. D'habitude, généralement, quand on est français, on va dans l'Europe du Sud, en Afrique du Nord ou Europe du Sud. Et là, l'envie de partir loin, d'échapper, de fuir quelque part à son bagage. Et c'est là que j'ai rencontré une Québécoise. Ah oui, les Québécois, nous, on va dans les Caraïbes. Adorable, magnifique. Et c'était un catalyseur pour moi. On a vécu une relation à distance pendant 6 mois. Et je m'étais promis qu'au bout de 6 mois, soit j'arrive à décrocher un travail, un job à Montréal, parce qu'elle était de Montréal, ou on devait se mettre d'accord que on a essayé, mais c'était bien beau, mais vivre une relation à distance pendant des années, ça marche pas. Et finalement, j'ai décroché une job chez un opérateur télécom, TELUS, à Montréal, contrat de travail. Je débarque en janvier 2008, fin janvier 2008, fraîchement, sans connaître pas grand-chose du Québec, si ce n'est de vouloir vivre une passion amoureuse avec une personne. Et en fait, au bout de 3 mois, cette passion amoureuse se transforme déjà et n'a plus lieu d'être. Et là, c'est le choc. J'ai acheté un appartement, un condo, j'ai un travail. Et je suis venu principalement pour une passion amoureuse. Et il n'y a plus d'amoureux. Alors, le travail, j'ai fait tout le tour, mon tour en tout cas, dans les services de vente de télécommunications. C'est intéressant, mais pas plus que ça. Le condo, je l'ai acheté. Alors maintenant que je l'ai acheté, est-ce que je le revends, je repars? Puis j'ai tout laissé du jour au lendemain, vraiment en 3 mois, j'ai tout laissé en France et j'ai mis de côté. Donc finalement, je me suis dit, je vais vivre l'aventure, je vais m'adapter, puis je vais me donner un peu de temps. Puis ce peu de temps, en fait, je vous dirais rapidement, ça a été un peu plus métro, boulot, dodo, plutôt dépression, ou en tout cas pas bien, surtout en plein hiver. Puis la première fois que je découvre l'hiver à Montréal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le soir, j'allume la télé. Puis un soir, je tombe sur un gars habillé en toge rouge, le crâne rasé. Alors petite résonance, similitude physiologique. Et il parle de méditation. Puis moi, alors là, méditation... Ce que je connaissais de mon père, c'était moi, le bouddhisme, j'ai rien contre, la compassion, c'est bien, ça me coûte rien. Donc tu vois, ça, c'était le discours que j'ai dans la famille. Donc le bouddhisme, ça restait très ésotérique, très distant, un peu sectaire. Et en même temps, j'entends cette personne qui parle, puis ça a vraiment du sens. Et je me dis, tiens, à un moment donné, je m'arrête, parce qu'au fond de moi, je suis plutôt auditif, il y a une voix qui monte que j'ai rarement entendue jusqu'à maintenant. Et qui me pose cette question claire, mais quel mal y a-t-il à s'asseoir 15 minutes sur un coussin ou 5 minutes par jour? Ça me stupéfait d'entendre cette voix, tu vois. Et
ce qui m'a encore plus stupéfait, c'est qu'il y a la réponse qui est montée derrière, qui était soit il se passe rien, ou au pire, tu as mal un peu aux fesses, et au mieux, il se passe quelque chose de bien. Et je découvre dans le générique de fin qu'il s'agit de Mathieu Ricard. Une belle inspiration. Quand même, voilà, qui est inspirant. Et à la fin du générique aussi, il y a les coordonnées d'un centre de méditation et de pratique bouddhiste, de philosophie de vie bouddhiste, parce qu'il y a la religion et la philosophie de vie. Moi, clairement, c'est la philosophie qui m'intéresse. Et je prends les coordonnées, je m'inscris, on est en juillet. Dans 3 jours, il y a une pratique de méditation ouverte à tout le monde, c'est ouvert, gratuit. J'y vais, j'achète le livre Le Tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, je pratique autant que je peux, et pendant tout l'été, le centre est fermé, et moi je vais au parc et je me concentre comme un fou pour pratiquer. Bref, c'est pas tout à fait ça la méditation, la pratique aura évolué, mais pendant 1 an et demi, je pratique. Et pendant ces 1 an et demi, toujours chez TELUS, au fond de moi, là, je sens le chiffre d'affaires, les rencontres clients, la performance, ça fait de moins en moins de sens pour moi. Et ce qui m'appelle de plus en plus, sans savoir ce que c'est être plus proche des personnes, des clients, apporter de l'écoute, du conseil, un rapport différent. Au bout de 2 ans et demi, ras-le-bol. Mes résultats d'ailleurs sont moins là, je suis moins motivé, j'ai fait le tour de mes ventes au niveau de ma liste de clients, je ne suis pas plus motivé que ça, je le fais par bonne conscience, professionnalisme, mais c'est plus là. Je négocie un départ avec mon manager et me voilà avec mes économies que j'ai accumulées pendant 15 ans. Et rien, ouvert sur Malcony. Première fois que ça m'arrive. Page blanche. Page blanche. Donc je m'autorise, je m'offre 1 année au départ sabbatique qui se transformera en 1 année et demie, en fait, 1 année et demie, 2 ans, d'année sabbatique, où là, le bouddhisme est toujours très présent en moi. Puis moi, quand je me mets quelque chose, j'y vais à fond. Je suis assez excessif, on va dire. Donc maintenant, je tempère ça un petit peu, mais j'y vais à fond. Au début, m'était prévu un voyage d'aller sur la côte ouest et faire toute la côte ouest en voiture, camping, pour voir le Grand Canyon, tout ça. Puis je me dis non, bon, c'est sympa, mais tous les jours monter la tente, déplier la tente, non. Puis là, qu'est-ce qui monte ? Le Népal. Parce que l'Inde, bon, ok, ça me tente bien, mais bon, c'est un peu trop gros. Le Tibet, ça me tente énormément par rapport au bouddhisme, mais ce qui se passe par rapport avec la Chine, qui a intégré maintenant le Tibet dans sa république, et les enjeux politiques. Non, mais le Népal, je me renseigne, c'est là où il y a la plus grande communauté de pratiquants avec l'Inde, et c'est là où réside dans un monastère Mathieu Ricard. Et j'avais écrit un petit texte, quelque chose que j'avais envie de lui remettre, parce que c'est l'un des éléments clés de, je dirais, mon inspiration et mon élan vers ça. Un vrai catalyseur, ouais. Je fais les papiers et je pars pour 3 mois au Népal, et je rencontre à 2 reprises Mathieu Ricard dans son monastère de Chéchen, à Bonnat, qui est un quartier près de Katmandou. On a des échanges où lui me dit que si vraiment il n'y avait plus qu'un seul bouddhiste sur la planète, c'était lui, il serait d'accord pour enseigner, mais il ne se considère pas comme maître. Pourtant, avec tous les écrits qu'il a publiés, la culture incroyable qu'il a, et en même temps il est traducteur, il parle pratiquement fluent le tibétain. Mais il y a une caractéristique d'un vrai maître, l'humilité. Et d'une humilité incroyable, et ça me renvoie en pleine face mes égos de « yes, j'ai rencontré Mathieu Ricard, yes, il va être mon maître, je vais être un maître ». Et là, je me prends en pleine figure l'humilité d'un maître. Bon, qui ne s'estime pas maître, mais en tout cas que j'estime d'avoir été mon maître à cette époque-là. Le voyage se déroule très bien, je découvre la vie monastique, parce que c'est une question de fond aussi. Tiens, Olivier, t'aimes le bouddhisme, et puis finalement, la vie monastique, pourquoi pas. Mais avant d'y aller puis plein pot, je vais quand même me renseigner. Donc je me renseigne, je passe plusieurs journées, voire des semaines dans différents monastères, à observer les pratiques, le train de vie. Puis je me rends compte que finalement, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, on va prendre ça comme expression. Et je préfère effectivement continuer mon voyage, puis revenir au Québec. Je reviens au Québec, toujours sans avoir une idée claire de ce que je veux faire de ma vie pour la suite. Et c'est là que dans mon groupe d'amis, il y a une personne qui me dit « Tiens Olivier, tu sais, toi qui te cherches en ce moment, il y a un centre de coaching, le Centre québécois de PNL, le CQPNL à Montréal. Ils ont des programmes pour les finissants de formation qui sont des coachs déjà à part entière. Ils ont déjà plusieurs accréditations, mais ils font donc 5 rencontres pour aider les personnes à clarifier du coaching de vie. Puis moi, alors, tu sais, le coaching, de ce que je connaissais, c'était le coaching sportif, Roland Garros, la préparation mentale, puis la technicité, ou le coach de football américain. Mais coach de vie, coach corporatif, ça me disait, moi, pas trop grand-chose. Et en même temps, je reste ouvert à l'approche et je dis, écoute, banco, je prends rendez-vous, je me renseigne, je m'inscris et je me fais coacher. Et là,
je me prends encore à nouveau un beau reflet, je découvre ce que c'est que la pratique de coaching, d'un retour à soi, le questionnement positif, de prendre conscience de ses forces, de ses émotions, de son état d'esprit, de son mindset, de ses croyances, ses valeurs. Je découvre tout un univers. Et en même temps, je trouve ça très intéressant parce que ça m'apporte des réponses un peu plus claires par rapport à ce que je vais faire et ça m'oriente dans, effectivement, le conseil, l'orientation, l'apport, le support, la contribution envers l'humain. À la fin de ces 5 rencontres, c'est bien vulgaire, je me renseigne par rapport aux formations de coach parce que j'ai adoré l'approche et je me dis, tiens, moi qui aime bien l'humain, moi qui aime bien découvrir, qui aime bien enrichir, qui aime bien l'infini, qui aime bien concevoir des outils, apporter de l'aide, allons voir ce que c'est que ces formations. Je me renseigne, banco, ça me plaît, allez, sur une impulsion, une intuition, je m'inscris au parcours complet avec des formations certifiantes pendant l'été, en juillet et en août. Je passe les 2 niveaux de pratique, praticien et maître praticien, qui sont les bases. Et ensuite, là, il y a un parcours de 9 mois qui, lui, est incompressible, avec du contenu théorique et surtout des pratiques supervisées. Je continue le parcours, on s'entend que c'est chargé comme programme. Je fais un gros travail avec moi et sur moi. Je suis un peu fatigué, mais je fais appel aux ressources et à l'inconscient pour m'aider à mémoriser tout ce qu'il y a à mémoriser. Et là, j'entame le parcours qui se passe super bien et on arrive aux pratiques supervisées. Pratique supervisée, confiant, fort intérieurement. Je me dis, bon, ok, ça va se passer super bien. J'arrive avec une personne qui se trouve être une massothérapeute, qui se cherche, qui veut faire autre chose de sa vie, qui est partie en Inde, qui a voyagé en Inde, qui est initié à la méditation. Et moi, là, pendant le parcours, pendant la rencontre, qui dure 55 minutes, 1 heure, je me rends compte que je me sens très mal à l'aise et mon cerveau, il se met à spinner de tiens, comment je vais pouvoir accompagner cette personne, elle a le même parcours que moi. Et puis je me mets à répéter les questions, à transpirer des mains, à bafouiller. Et c'est comme un cauchemar éveillé dans lequel je ne peux pas m'en sortir. Et sur le moment, je peux te garantir, c'était très désagréable. Je regarde l'horloge murale et les aiguilles s'arrêtent. Le temps s'arrête et c'est horrible. Il y a un miroir sans teint en plus, donc j'imagine plein de choses. Et au final, la rencontre se passe plus ou moins bon an, mal an. Et j'arrive effectivement à boucler la rencontre au bout d'1 heure avec des questions clés. Et un processus que j'ai quand même appris par cœur. Donc je me suis appuyé sur le processus pour boucler la rencontre. Mais au final, j'ai vécu ce qu'on appellera par la suite une résonance très perturbante, limitante, qui m'a effectivement bloqué, limité dans mon habileté à accompagner la personne en termes de qualité d'être et avec un processus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là? Peut-être là l'origine, la genèse de ton livre. Et en fait, de cette expérience très, je dirais, à l'époque traumatisante. Oui, je comprends. Quand l'horloge s'arrête, et c'est pour les mauvaises raisons. L'horloge s'arrête et la superviseuse, après la rencontre, me dit « Olivier, tu as raisonné fort et ton parcours de coaching est à risque si tu ne te reprends pas. Parce que là, oui, le contenu théorique est bien assimilé, puis je te connais, mais au niveau pratique, je n'ai pas vu la posture d'un coach. » D'accord. La douche froide, je me suis fait coacher. Et ensuite, j'ai fini le parcours avec brio, en tout cas correctement, et l'attestation. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? La résonance, c'est quoi, effectivement? Là, tu me parles d'une première question. Cet aspect de résonance, on peut prendre l'aspect physique. Effectivement, il y a une sorte de vibration et une interaction. Ce n'est pas juste dans un sens. Ce n'est pas juste un émetteur, un récepteur ou un récepteur et un émetteur. Non, ça continue de C'est une inter-influence. Et ça, dans le bouddhisme, l'interdépendance, l'interrelation, l'interconnexion, elle est constante. Même nous, en ce moment, avec le caméraman dans la salle, on vit une forme de résonance qui nous fait vibrer et avec notre expérience de vie, nos croyances, nos filtres, nos valeurs, on va avoir un rapport plutôt convivial, plutôt sympathique, ou avoir des jugements, ou avoir une posture qui va avoir un effet sur notre, je dirais, relation, qui va faire en sorte, tiens, on va se revoir ou pas. Indépendamment des facteurs physiques et bien sûr physiologiques, qu'il peut y avoir. Un parfum, une odeur, un habillement, des mimiques qui vont plus ou moins déranger ou être appréciés par une autre personne. Et donc ça, la résonance, c'est, je dirais, la manifestation de notre relation au monde, et je dis bien au monde, et un monde, même si je suis seul, je résonne avec mes propres pensées, mes propres émotions, ou ce que je regarde dans mon environnement, et particulièrement dans un cadre d'accompagnement, de coaching, de relation d'aide, la résonance a des subtilités un peu plus particulières qui vont en tout cas avoir pour effet soit de porter le coach qui en a conscience
pour accompagner de manière la plus efficace le client dans sa demande et son objectif, ou de manière plus souvent limitante, voire amicale ou technique, qui sont 3 formes de résonance qui déstabilisent de manière très subtile le coach, qui va être sur une défensive, ou en tout cas qui ne va pas être à son meilleur, même si lui le croit, dans la forme amicale, ça se passe, ça va, puis on parle de tout et de rien, mais concrètement, est-ce que le client a avancé dans sa démarche? Il n'y a pas de coaching. Il n'y a pas de coaching, ça devient une discussion de salon. Mais tout le monde se flatte, et j'ai vu ça, tu verrais, en supervision, c'est fantastique ce que l'on peut voir, et ça dépasse la fiction, bien souvent. Mais j'ai mis des exemples concrets dans le livre de chaque type de résonance, et il y en a 4. Donc la résonance, c'est notre manifestation, c'est la manifestation de notre relation au monde, avec des effets plutôt porteurs ou impactants, qui se manifestent par notre comportement, notre perception, notre attitude, avec le coaché, ou la personne, ou le client. Cet aspect de la résonance, il a été découvert, en tout cas mis à jour et décortiqué dans un cadre psychothérapeutique, il y a une 30aine d'années, par le professeur, un neuropsychiatre Moni El-Kaïm, français d'origine française et marocaine. Et il a mis à jour cela il y a une 30aine d'années en se rendant compte que il vivait quand un patient, parce que là c'est dans un cadre thérapeutique, un patient amenait une dynamique, il vivait un peu des émotions particulières qui, oui, elles étaient en lui, mais ne lui appartenaient pas forcément. Et il s'est rendu compte que vivre ces émotions et qu'il y avait un impact sur son attitude, donc il avait déjà un bon niveau d'analyse, avait une utilité particulière par rapport à l'enjeu que la personne amène. Ce dont on parlait un petit peu avant, c'est par exemple un client vient très fier, très sûr de lui, une posture, un regard, un ton de voix très fort. Très confiant. Très confiant, et justement, il t'avoue qu'il manque de confiance et il souhaite plus de confiance. Et en gros, aidez-moi à avoir plus de confiance fondamentalement. Mon paraître, c'est juste du paraître, mais j'ai besoin d'avoir plus confiance. Il met un masque. Il y a un masque. Mais il a beau le dire, à l'intérieur, comment comment le coach va se sentir par rapport à une personne si imposante et qui démontre un statut social, peut-être qu'il gagne un salaire à 6, voire 7 chiffres, qu'il a un train de vie avec des voitures de luxe, ça se passe super bien pour lui, mais fondamentalement, il manque de confiance. Et quel est le rapport à tout cela du coach, de voir une personne qui réussit socialement, qui, au fond d'elle, manque de confiance, et en même temps qui l'intimide peut-être. Et cette émotion d'intimidation va résonner à plusieurs niveaux au niveau du coach. Et si le coach n'en a pas forcément conscience ou ne sait pas comment le traiter, parce que tu peux en avoir conscience, tiens, je me sens intimidé, mais je ne sais pas comment faire, comment je vais... Et ça se met à spinner. Qu'est-ce qui m'arrive par rapport à ça? Puis le mental, tu connais le principe, il cherche des solutions, il est toujours en mode solution, mais en termes de qualité d'aide, comment je vais accompagner, comment je vais raccorder mon processus et accompagner cette personne à avoir plus de confiance, alors que déjà, socialement parlant, elle réussit sur des critères sociaux. Et ça, tu vois, c'est un exemple de résonance qui peut impacter un coach de manière limitante. Et lui, le coach, soit va être pris dans cette forme de résonance, puis ça ne va pas bien se passer, le rapport ne va pas se créer, le processus ne va pas se dérouler parce que le coach peut-être va se répéter, va bafouiller, va poser des questions. Il ne servira pas bien le client. Il ne servira pas le client. Et les 2 autres options, ça peut être, alors il y en a 3, il y a 4 formes de résonance. 3 autres options, c'est la résonance amicale. Peut-être que le coach, en termes de défense, va développer une forme de relation amicale, ou même le client va chercher le côté amical, parce que ce qu'a découvert aussi, ce qui était très intéressant, Moni El-Kaïm, c'est qu'on a ce qu'on appelle le programme officiel, la demande du client, je veux ou je ne veux plus. Je veux plus de confiance, je ne veux plus de confiance, je veux être plus riche, réussir, avoir un nouveau travail. Ça, c'est le programme officiel, le je veux, la demande du client. Mais la construction du monde du client, ce à quoi on s'intéresse effectivement en coaching particulièrement, c'est tout ce qui habite ses croyances, des croyances peut-être limitantes. Et le client a beau vouloir avoir plus de confiance par exemple, ou parler en public, ou gagner plus d'argent, ou trouver la femme de ses rêves, ou obtenir un poste. Si c'était déjà possible en lui, il l'aurait déjà, il ne viendrait pas nous voir. Donc quelque chose en lui bloque, gêne, crée un obstacle pour y arriver. Et toute cette construction du monde, cette partie invisible et parfois inconsciente, va être manifestée en termes de résonance, en attitude, en non-dit, en mots, mais pas forcément ce qu'on entend. Et là, nous, en tant que coach, on va raisonner de fait. Et la résonance, elle apparaît à chaque rencontre, dès les premières minutes et même avant la rencontre.
Donc d'où l'importance justement d'en avoir conscience, de cette résonance, et qui a une fonction, c'est de, soit renforcer le client dans sa croyance limitante que ce n'est pas possible de changer, pour renforcer son homéostasie, son écologie actuelle, ou soit justement pour le protéger de souffrir et d'avoir à faire des efforts de transformation. Comme quelqu'un qui veut courir un marathon, il a beau avoir déjà fait du vélo ou du sport, il va falloir qu'il s'entraîne un petit peu plus. Cet effort, il va falloir le faire. Mais l'ego, lui, va protéger, l'homéostasie va protéger et va trouver des moyens, des subterfuges. C'est comme nous quand on doit se mettre au travail, puis tout d'un coup on regarde le frigo, on regarde une vidéo, on procrastine, on trouve des stratagèmes divergents pour ne pas se mettre à l'effort. C'est le même principe. Et cette résonance, en fait, va avoir un impact qui est plus ou moins porteur ou limitant pour le coach. Alors bien sûr, il n'y a pas que les aspects limitants ou, je dirais, perturbants, il y a aussi un aspect très porteur qui s'appelle la résonance efficace, que bien sûr des coachs ont déjà sûrement vécu avec des coachings où ça s'est très bien passé, où c'était efficace, le client, mais avait-il conscience de leur efficacité et ce qui faisait que c'était efficace? Tout cela, moi je l'amène dans un livre avec un cadre de référence clair, net, qui n'existait pas jusqu'à maintenant au niveau du coaching et qui s'applique à tout type de coaching, quelle que soit l'approche. Gestalt, approche intégrale, analyse transactionnelle, approche dans PNL. Mais la prémisse, c'est d'être conscient de la résonance. D'être conscient. Ouais. Alors, je peux être conscient que j'ai raisonné, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai raisonné? Donc, il y a différents degrés de conscience, on va dire, ou niveau de conscience, ou d'étendue de conscience. Donc, déjà, cher coach, tous, toutes, on raisonne partout, en tout temps, et particulièrement en coaching. Donc, vouloir l'éviter, vouloir l'ignorer, c'est de l'énergie, c'est impossible, premièrement, et c'est de l'énergie contre-productive et qui crée des tensions. Il faut le gérer. Juste à gérer. Maintenant, je raisonne. Comme là, on raisonne en ce moment, je raisonne. Bon, déjà, qu'est-ce que je vais faire pour avoir davantage conscience de cette résonance? Peut-être faire une petite pause. Un petit moment avec un verre d'eau, ou prendre une petite note. Bon, quelle va être ma stratégie déjà pour me mettre en état de conscience? Il y en a qui vont se centrer avant, comme je fais. Puis je visualise un panneau blanc dans l'espace, chacun sa méthode, moi c'est ça. Puis ça me permet de clarifier et d'éliminer le plus de parasites et un mental discursif. Ou pendant une rencontre, je dis à la personne, écoutez, si vous permettez, je vais prendre quelques notes importantes, des informations clés que vous m'avez partagées. Je vous invite à une mini-introspection de ce que vous m'avez partagé, ce que ça fait, ce qui se passe pour vous, et je recommunique à vous d'ici une petite minute, juste une minute ou deux maximum. Ça me permet de me centrer et je crée une pause. De cette pause, tiens, qu'est-ce que je vis en ce moment? Alors évidemment, ce dont je te parle, là je le décortique, mais avec l'habitude, je le fais très régulièrement. J'écoute la personne et j'écoute aussi, parce que la conscience, l'avantage, c'est qu'elle est à multiples niveaux, ou à multiples degrés, si tu veux. On peut écouter la personne sur les mots, la phrase, on peut écouter la personne dans son ressenti, son non-verbal, ce qu'on observe en PNL, et on peut aussi s'écouter dans, tiens, qu'est-ce que je vis en ce moment par rapport à ce qu'elle me dit? Est-ce que je me sens irrité, ennuyé, excité, attiré? Est-ce que ça me fait douter de mes capacités de coaching là? Et ça arrive souvent. Tiens, c'est quoi? Et ça va me permettre de relever des éléments et après de faire des liens plus ou moins pertinents par rapport à l'enjeu et la demande du client. Et là, de poser des questions clés. Dites, monsieur le client, et là, de signifier ou pas les éléments de résonance. Si ça me regarde personnellement par rapport à mes parents décédés et le client qui veut courir un marathon, je le garde pour moi. Il m'a partagé que ses parents sont décédés. Moi, ça m'attriste. Donc oui, il y a une sorte de tristesse qui est là, donc à gérer, effectivement. Mais est-ce qu'on va faire tout le coaching sur la tristesse? Non. Mais le coach qui n'a pas conscience de ça et qui n'a pas traité Ça pourrait aboutir comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'être conscient de ce qu'on vit dans l'événement de coaching. Exactement. Et de se repositionner en position de service. Au lieu de retourner ça autour de nous. Voilà. Encore une fois, le piège, et ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, et la méditation m'a aidé aussi, ce que l'on vit, et Moni El-Kaïm l'a exprimé très bien dans une vidéo récente, il se voyait comme la pomme de Magritte, tu sais, dans une grande pièce. Ce que l'on vit, oui, on le vit, mais ce n'est pas réducteur, c'est-à-dire que ce n'est pas propre à nous seulement. Ça a une utilité dans le champ du coaching. Okay. Tu vois, je vis avec toi, je me sens bien, il y a quelque chose de posé avec toi. Bon, ben voilà, ok, je vais l'apprécier. Si c'est porteur et correct, puis là, il n'y a pas d'enjeu particulier, je vais l'apprécier et je vais même le nourrir, l'alimenter après. Pourquoi pas?
On le renforçait, l'amplifiait. Maintenant, ça permet effectivement d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe, de revenir un peu plus à l'instant présent pour vivre ce qui se passe, d'oublier un petit peu les théories, comme disait Carl Jung, vous pouvez apprendre 40 000 théories, oui c'est important de les connaître, puis en relation d'aide, en coaching particulièrement, soyez présent à l'autre, à vous, à la dynamique relationnelle, donc à cette espèce de la résonance qui elle va avoir un enjeu qui est un acte clé, très riche d'informations pour accompagner au mieux et servir au mieux la personne qui vient dans les C'est vraiment intéressant parce que comme coach, on doit établir une relation de confiance. Le rapport. Mais on est constamment en train d'entendre j'appelle ça les histoires de vie des autres. Et nous, on a notre propre histoire de vie. Donc c'est normal qu'il y ait plein de choses là-dedans avec lesquelles on va raisonner. T'imagines 2 personnes à l'expérience de vie et des anecdotes incroyables et innombrables vont se parler. L'une va partager particulièrement son intimité. Comment ne pas raisonner parce que tu le sais, on apprend par assimilation, par intégration, on fait des liens. Donc de fait, le coach va faire des liens. Et bien sûr, le coach va faire des liens par rapport à son histoire parce qu'il est un individu, une personne avec une histoire. Et ensuite, il a aussi un rôle et une fonction d'accompagner son client. Mais les deux sont imbriqués. Et comment faire la part des choses? Justement, l'ouvrage La Résonance que j'ai écrit permet justement sur cet aspect qui était pas du tout identifié, nommé, présenté avec un cadre de référence, qui était juste transmis, je te dirais, par expérience, ce qui est le cas encore aujourd'hui, dans les grands centres de formation de coaching, et c'est correct. Chaque enseignant avec sa propre expérience, tout le monde en fait l'expérience, apporte sa richesse, sa propre expérience, mais d'un enseignant à l'autre, il va y avoir des discours différents. Toujours. Ce qui est normal. Mais sans cadre référentiel, je vais faire une première supervision avec un coach qui va me dire, qui va m'aborder des aspects de la résonance. Et un autre coach va tenir un autre discours. Qu'est-ce qui se passe dans le mental? Ou quels sont les risques qu'il peut y avoir? Même si les 2 apports sont très riches et servent d'apprentissage, mais s'il n'y a pas de cadre de référence, comment recoller les morceaux? Maintenant, de savoir que, tiens, tu vas faire un coaching, tu vas entrer en résonance, il va y avoir 4 formes de résonance principales que tu vas vivre. Tu peux les identifier, Elles sont uniques, elles sont propres à toi. Oui, on peut les gérer. Mais déjà, le mental, le fait de savoir ça, pour certaines personnes, pas toutes, il y en a qui aiment bien rentrer dans le bain, puis il arrive ce qu'il arrive, puis c'est correct, tu vois, l'humain est extraordinaire pour ça. Mais déjà d'avoir un cadre de référence, surtout dans un processus pédagogique, ça va permettre de poser et de calmer les choses, d'anticiper. Bien sûr, le principe, la carte n'est pas le territoire. Ce qui va se passer en coaching, personne ne peut le savoir. Mais au moins, le coach, apprenant ou même confirmé, qui est déjà dans sa pratique, va se dire, tiens, là il s'est passé ça, là je dois être plutôt dans une résonance amicale ou technique ou porteuse, où là, ça c'est vraiment, je n'étais vraiment pas à l'aise, limitante. Maintenant, par rapport à ça, ce n'est pas juste des concepts, parce que j'ai observé, j'ai pratiqué, je me suis mis dans le bain aussi. J'apporte aussi des stratégies et des outils qui permettent à la personne et au coach, particulièrement, de pouvoir identifier et aussi de pouvoir gérer avec des outils et des stratégies qui vont l'aider. Alors bien sûr, rien ne vaut la pratique. Ces stratégies, je les ai mises en œuvre, je les ai observées. Des coachs finissants les ont mis en pratique aussi. Ils ont pu apprécier, je dirais, les apports. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. L'humain est unique. Ce qui va fonctionner pour l'un ne fonctionnera peut-être pas forcément pour l'autre. On a un coffre d'outils, on a une compréhension de ce qui peut arriver, surtout dans la relation avec le client. Voilà. Maintenant, j'aimerais te poser une autre question, la dernière question. Toi, ta mission de vie, c'est quoi? Ma mission de vie, j'ai mis un bout de temps à la découvrir. Déjà, les 15 premières années de carrière, j'étais dans une forme d'inconscience formatée. Ensuite, le parcours de coaching, c'était les balbutiements. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que comment je pourrais me définir aujourd'hui, ma mission, c'est que je suis un mobilisateur de pratiques d'excellence. D'accord, d'excellence. D'excellence. Avec l'apport de conscience, le bouddhisme est toujours là en moi, cette philosophie de vie qui permet de pouvoir avoir une meilleure conscience de soi et d'agir avec sagesse et un cœur porteur pragmatique. Et ce qui me permet aujourd'hui, moi, de vouloir contribuer à une pratique, bien sûr, dans le coaching, mais pas seulement. Les médiateurs en ont besoin, particulièrement, de rester le plus impartial possible. Ma mission de vie, c'est d'apporter des stratégies, des outils qui amènent davantage de conscience pour des pratiques d'excellence. Super. Excellent, j'ai hâte de lire ça. Et je te remercie d'avoir passé du temps avec toi. Stéphane, merci beaucoup pour ton accueil et ton écoute.